Bah là au Hellfest, il y a mon pote Max qui m'a acheté un t-shirt crève avec Buffy. Sarah Michelle Gellar, une passion à Buffy. Oui, d'ailleurs, c'est pas dans tes... T'as pas non, je suis pas passé par la case Buffy, moi. Faudrait que je t'achète une figurine pour ton anniv, pour la mettre là. Et donc, il m'a acheté en fait, Buffy. Ah, déjà. Ça a un peu... Alors, les gens te diront que oui, moi je suis trop fan pour dire que ça a mal vieilli, mais ouais, c'est peut-être un peu daté sur certains aspects. 20 ans, ça? Même plus que ça, je pense qu'on est plus sur du 30 parce que la première saison, je crois qu'elle doit être 95, 96. T'imagines, ça date du premier album de Korn, à peu près 94. 96, Life is Peachy. Ok. C'est quoi ton groupe préféré all time? En métal ou en... Non, de tout. Tout genre. Tout. Ouah, purée, c'est chaud, ça. Attends, tu dois partir sur une île déserte. On te dit j'emmène un album. Tu peux emmener qu'un seul album. En fait, moi, c'est tellement le bazar, si tu veux, dans ma discothèque, que déjà, je pourrais pas choisir un seul genre, tu vois. C'est-à-dire que je prendrais bien Toxicity de System si c'est du métal, et je prendrais les sonates de Beethoven par Glenn Gould, qui est pas un spécialiste de Beethoven plus de Bach, parce que c'est des trucs qui sont des tatouages d'enfance, tu vois. Et System, c'est un tatouage d'adolescence, donc à chaque période de ma vie. Et du coup, c'est aussi pour ça que j'ai créé Enfantillage et de la musique jeune public, c'est que je peux aller partout, tu vois. Je peux faire du classique, de la salsa, du trip-hop, du métal, n'importe quoi. Donc un album emmené sur une île déserte, purée, c'est chaud ça. Ah, t'aurais pas... Je peux pas te le dire comme ça, quoi. Pour le mec... qui a un but de sa personne, fais-moi mon album. Voilà, je te dis, je te ferai une playlist de 12 titres, tu vois, je pourrais. Et un best-of. Ouais, il y aurait... je sais pas si ça peut marcher. Il y aurait du Souchon, il y aurait du Renaud, il y aurait du Brassens, il y aurait du Beethoven, du Bach, il y aurait du System et du Metallica. Ce serait ça, quoi. Ça ressemblera à rien, quoi, en fait, quoi. Ouais, mais ça te définit, toi. Tu sais que j'ai été impressionné de voir Renaud quand on est venu te voir à La Franco. Rochelle. Ouais. Parce que ça reste quand même... c'est un des plus grands auteurs français. Ben Renaud, tu peux pas passer à côté, je pense. Quoi que tu fasses. Non, tu peux pas. Et c'est marrant parce qu'en repartant, moi ma femme est américaine et elle connaissait Renaud quand même. Ah ouais. Et dans la voiture, en repartant des Franco, les enfants, c'est qui Renaud? Donc on leur a fait écouter Morgane de Toi. Ils ont bien aimé? Ouais, ils ont bien aimé. Bon après ils sont repassés sur du Eldebert parce qu'on venait de voir le concert. Mais tu sais, je crois que t'es la seule personne que je connaisse dont j'ai des proches qui sont fans. C'est bizarre en fait parce que quand je conduis, souvent mes enfants me demandent de mettre du Aldebert et en fait c'est toi et moi je te connais en tant que Guillaume. Du coup j'écoute tes podcasts, tout ça. Et ben putain il me casse les couilles Guillaume, j'ai envie de mettre autre chose. En fait le truc c'est que les chansons tu les fais, il y en a plein que j'ai fait ici toi dans le bureau là. Ouais. Mais après elles t'appartiennent plus, elles font leur vie, puis les gens ils les récupèrent, ils vivent avec ou pas, tu vois. Et du coup, c'est bizarre. Et tu vois que tu parlais de Renaud. Pour moi, c'est vraiment un monument vivant. Parce que en plus, j'ai trouvé qu'il était pas mal en forme. Quand on l'a vu, ça allait. On a pu discuter. Et puis, il m'a dit... D'ailleurs, ça m'a fait bizarre parce qu'il a vu le spectacle qui est plutôt dans une esthétique métal, pour le coup, celui-là. Ouais, celui-ci, ouais. J'ai toujours aimé le heavy metal. Il m'a dit ça. Et en fait, ça m'a fait vachement plaisir d'entendre ça. Ouais. Tu sais, pour moi, si tu veux, ça cristallisait tout ce que j'aime. Putain, Renaud qui dit, pardon, fais gros mot. Renaud qui dit, on peut y aller. Il y a pas de limite. Ok. Renaud qui dit qu'il adore le heavy metal. Et ben, en fait, c'était, tu sais, c'est comme si j'avais une pancarte, quoi. Tu vois? C'était vraiment un gros symbole, cette phrase. Ouais. Ça m'a illuminé mes vacances, tu vois? Non, mais c'est surprenant. Mais pas tant que ça finalement parce que c'est un putain d'anarchiste donc il y a et c'était marrant la photographie de ce moment-là parce que en loge t'avais toi parce que c'était ton spectacle forcément Renaud, il y avait Mousse de Massisteria et puis moi j'étais là en tant qu'humoriste et il y avait un truc où finalement d'où tu venais tout le monde avait du respect pour Renaud et ce qu'il représentait. Mais tu vois c'est vrai ce que tu dis. Ce moment était génial parce que t'as plein de grands écarts en fait dans la pièce. Moi, tu vois, j'ai par exemple Hubert qui est le bassiste, qui lui vient de la chanson. Vraiment, c'est vraiment un pur, tu vois, chanson française, culture chanson française. Et Nico Alberni qui est le guitariste qui est vraiment spécialisé en death metal technique, donc c'est vraiment très particulier. Il m'a fait une playlist. Très fort.
très fort. Ouais. Mais ce qu'il écoute, faut une bonne mutuelle. Hein. C'est ouf. Ouais, c'est chaud. Il y a des trucs qui sont hard quand même à écouter dans le métal. Après, on pourra. C'est compliqué. Il y a des trucs compliqués. Ouais. Mais et tu vois, un moment comme il y a eu là avec Renaud, avec Mousse, avec tous ces gens-là, je me dis c'est cool. Et c'est aussi ce qu'enfantillage, parce que l'enfance permet. C'est vrai. Et c'est toujours un truc méga ouvert. On s'en fout d'où tu viens, ce que t'as fait et tout. Tu peux être dans des extrêmes. Dans Enfantillage, on a toujours convoqué des... Tu vois, t'as Max Cavalera, donc chanteur de Sepultura, puis t'as Marcel Amont. Tu vois, 4 albums plus tôt. Ouais. Marcel Amont qui faisait les premières parties d'Edith Piaf et qui nous racontait ses Olympias quand il avait 20 ballets. Où il y avait Charlie Chaplin au 7e rang, des trucs. Mais en fait, j'adore parce que... Ça, c'était quand, Marcel Amont? C'était Enfantillage 1. Ok, donc c'est en temporalité... 2008. 2008, ouais, tu vois. Et à l'époque, donc c'était le premier. Ouais. Et quand il te parle, Marcel Amont, de l'Olympia, est-ce que toi, tu t'imaginais remplir des Olympias après, avec les enfantillages? Pas du tout. Puis mon premier, il était en 2005, pas du tout avec le projet Enfantillage. Ouais. Enfantillage, pour le coup, c'était une espèce de parenthèse au début, et puis je pensais pas que ça allait fédérer. La bonne surprise, c'est que ça fédérait des enfants, des parents, des grands-parents. Mais ouais. Ça, c'est cool. Mais c'est ça, moi je l'ai vu 2 fois, là, ton spectacle. Et à chaque fois, ton concert, des formations professionnelles. Et à chaque fois, ça m'a interpellé, où je voyais des adultes qui chantaient les chansons par cœur. Où vraiment, t'as des fans adultes de chansons pour enfants. Donc il y a un côté où, une espèce de décalage, de temporel un peu entre ce que les gens changent. Et ça, c'est fort quand même. Il y a que toi qui fais ça. En fait, c'est vrai que en chanteur jeune public, moi, j'ai très peu de concurrence. Ouais, je suis en train de réfléchir, mais... J'ai plein de potes, tu vois, que ça soit Trio, les Ocs de Barbac, plein de gens qui font de temps en temps de la chanson pour enfants, ça se recoupe, on s'invite entre nous, toi, c'est cool. Mais en fait, on est assez peinards. Ouais. On est assez peinards. Mais c'est marrant parce que, en fait, j'en parlais avec Fœtus d'Ultra Vomit, où lui, il me disait à peu près la même chose. Dans le métal humoristique, il y a quasiment rien. Ouais. Le métal enfant, la chanson enfant, il y a quasiment rien. Est-ce que finalement, tu vois, on se prend pas un peu trop au sérieux dans la vision artistique française? Parce qu'aux États-Unis, ça, pour prendre ça comme exemple, ça pullule. Tu vois, il y a plein de groupes comme ça. Ça se décline vachement. Ouais. Ah, plus que chez nous. Ouais, largement. Ah ouais. Non, puis peut-être que ça fait peur aussi. Tu vois? Tu crois? Ouais. Moi, je sais qu'au début, quand j'ai dit, bon, voilà, je veux vraiment me réaliser dans le jeune public, je vais créer ce truc qui s'appelle Enfantillage. Les professionnels de la profession m'ont dit, fais gaffe, tu t'imagines, ça va te couper des autres chanteurs. Ah, y a ça a été aussi. tout le contraire. Y a ça tout aussi. le contraire. Ça m'a ouvert plein de portes. Tu vas te retrouver avec des salles de 1000 gamins, tu sais. Et en fait, non, pas du tout. Ça a été tout ce qu'on m'a déconseillé, c'était tout le contraire. Bah oui. Toi, tu t'autoproduis maintenant, de toute façon. Quasi, ton propre producteur. Mais ça, c'est typique de la production française qui est parfois qualifiée de trop frileuse, que ça soit dans la musique, dans l'humour ou dans le cinéma, où parfois tu dis mais il y a pas de prise de risque, on est toujours oh là, attention. C'est un peu les discours qu'on entend tout le temps. Puis c'est chiant quoi. Ouais. Toi, à quel moment tu t'es dit je vais faire de la musique pour enfants? Eh ben c'est assez juste avant le 1 en fait, c'est-à-dire 2006-2007. Parce que j'écrivais avant de la chanson française. Et j'écrivais beaucoup sur l'enfance. Ouais. Il y avait des chansons comme Carpe Diem, Rentrée des classes, tout ça. Les personnages étaient déjà enfants. On parlait du temps qui passe, de l'école, le collège. Moi, c'est des gros marqueurs, tu vois. Ouais. Et il fallait que ça sorte. Donc du coup, je me suis dit tiens, je vais tenter ce truc-là. Ouais. Il fallait que je parle d'enfance en fait. Ouais. Et le Forestier, qui était un des premiers grands chanteurs entre guillemets avec qui on a collaboré. M'avait dit ton truc là c'est bien parce que c'est pas de la chanson pour enfants, c'est de la chanson sur l'enfance. C'est vrai. Et il a eu une vision assez claire de ce projet qui pour moi au début je savais pas trop où j'allais, tu vois, c'était voilà, il y a des invités un peu j'ai pas trop collaboré, même quasi pas du tout avec des chanteurs pour enfants purs, tu vois. Il y a Anne Sylvestre, mais Anne Sylvestre, elle avait une grosse carrière de chanteuse engagée, Henri Dess, des trucs comme ça. Ouais, Henri Dess, on s'est croisés, mais finalement, c'est vrai que moi, mes inspirations, elles vont plus vers des gens de la musique adulte, entre guillemets, tu vois, qui soient dans des trucs, soit très variétés, soit très métal, soit très urbains, tu vois, Oxmo Puccino, par exemple, ou Leroy, tu vois, qui sont des gens de l'urbain. Ouais. Incroyable. Je me rappelle une chanson d'Oxmo Puccino qui s'appelle 365 jours, je sais pas si tu la connais. C'est justement sur le temps qui passe. Ouais, elle est magnifique. Quoi. Ouais. C'est vraiment un rappeur sous-coté. Je sais même pas si on peut dire un rappeur, tu vois, c'est presque un poète. Ouais, c'est comme Solar, tu vois. Pour moi, c'est des gens qui font de la chanson, en fait. Ça, j'aimais beaucoup. C'est quoi le plus gros kiff que t'as eu à enregistrer
en featuring? Il y a eu plein de trucs, plein de super kiffs avec des gens de la chanson. Le gros dernier kiff, c'était Cavalera de Sepultura. Ouais, ce que j'allais te dire. Parce qu'on était dans une chambre d'hôtel à Boston. Donc déjà, c'était déjà incroyable. Et là, le Motocultor cet été, de le voir avec moi sur scène. Puis en fait, il y a un truc qui m'a hyper touché, c'est qu'il arrivait avec son t-shirt du Brésil, de Soulfly, tu vois, le t-shirt mythique jaune avec le 10. Et puis, il est arrivé sur scène, puis il a harangué la foule comme il faisait à l'époque de Route, tu sais. Et purée, ça m'a remonté, en fait, dans cette époque-là. Sauf que je vivais le moment avec lui, tu vois. Tu sais, comme quand t'as ton Walkman, puis que moi, ado, je rêvais que j'étais à côté de James Hetfield. Tu sais, tu te fais des petits scénarios. Je me suis fait tellement ça avec les mecs de Korn. Tu vois, voilà. Je suis même gamin avec la raquette de tennis, tu te fais ton air guitare. Je suis Bon Scott, je suis Angus Young et tout. Je suis dans un stade gros rêve mégalo, tu sais. Et là, du coup, j'étais dans mon rêve en vrai, quoi. Mais les rêves doivent être mégalos, non? Sinon, sinon c'est chiant. Bien sûr. Oui. Ah ouais, j'imagine pour toi le kiff ultime, quoi. Et tu sais que parce que Sepultura là, ça s'arrête, ou c'est en train de s'arrêter, ou ça va s'arrêter. Et il y a des rumeurs, des lubies ou des fantasmes peut-être qui disent que comme ça s'arrête, les Cavalera vont récupérer le nom de Sepultura et puis les titres, et que peut-être ça pourrait se reformer avec les Cavalera. Avec le line-up original. Ouais, ça serait cool. Bah, ça serait bien. Ouais, parce qu'ils ont fait des carrières parallèles sur je sais pas combien d'années, quoi. Bah ouais. Toi, t'es de ces gens qui disent que toi, t'es un frontman, parce que Aldebert, pour avoir vu le concert, évidemment c'est toi, mais tes musiciens ils sont vraiment tous super forts, mais c'est le groupe de Guillaume Aldebert. Tu pourrais pas, toi, si c'est quelqu'un d'autre qui chante tes chansons, ça pourrait pas être du Aldebert. Ça serait, j'en sais rien, moi, Jean-Michel mon cul ou un truc comme ça. Mais pour venir à ma question, est-ce que tu fais partie... Jean-Michel mon cul à la vache. Jean-Michel mon cul à la vache. Est-ce que tu fais partie de ces gens qui pensent qu'un groupe qui perd son frontman ne peut pas rester le même groupe? Par exemple, pour moi, Sepultura. C'est chaud. Depuis que les Cavalera sont partis, c'est pas vraiment Sepultura. Tout comme Linkin Park avec la chanteuse. C'est un autre. Pas vraiment Linkin Park. Mais tu vois, il y a deux écoles. Je sais que j'avais eu la conversation avec Eric Perrin du Hellfest, où lui me disait que tant que les gens sont motivés, tant que le reste du groupe est motivé, ça reste le groupe. C'est une perception différente. Et moi, je m'imagine pas si James Hetfield de Metallica ou si Jonathan Davis de Korn disparaissaient et qu'ils étaient remplacés. Compliqué. Tu vois, Alice in Chains, ça a jamais eu le niveau que ça avait à l'époque du chanteur. Et Dieu sait que le chanteur, le nouveau, il est hyper fort. Hyper fort. Mais t'as pas le mec, parce que tu t'attaches. Bien sûr. Tu t'attaches aux gens, même aux musiciens. Tu vois, moi, c'est ce que j'ai envie de défendre aussi beaucoup dans mes spectacles, dans des proportions différentes. Mais j'aime bien que les musiciens s'engagent avec le public. Oui. Tu vois, t'as souvent, dans la variété, une chanteuse ou un chanteur, et les mecs, ils font leur truc. Dans l'ombre. Tu sais pas trop qui c'est, tu les vois pas et tout. Moi, j'aime bien le côté bande, en fait. J'aime bien le côté bande de potes parce que je fonctionne comme ça. Après, ça va aussi avec l'ego de là ou du chanteur. Par exemple, t'étais là à Falling in Reverse au Hellfest ou pas? Ouais, j'ai adoré. Bah, tu vois, le chanteur, Ronnie Radke, c'est son groupe, quoi. Il est il a un espèce de truc surélevé. Son promontoire. Et les autres, ils sont tous derrière. Et encore qu'au Hellfest, ça se voyait moins. Mais quand on les a fait à l'Accor Arena en décembre dernier, tu les voyais quasiment pas, les musiciens, c'était que lui. Et c'est vrai que moi, ce truc-là me dérange dans le sens où, un band, c'est un band. J'ai envie de voir le batteur bouger ses épaules, j'ai envie de voir tout le monde être bangé. Tu vois, c'est une espèce de cohésion que tu dois avoir. Toi, t'as beaucoup ça, c'est chouette. Hein. Ah, moi, je veux ça, ouais. Et en plus, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire une espèce d'une théâtralité en fait pour que les musiciens ils aient des personnages un peu, tu vois, sans que ça soit chacun fait son sketch si tu veux, mais dans Enfantillage 4 qui était plus chanson, on développait beaucoup plus ce côté-là. Par exemple, Hubert, c'est celui qui va râler tout le temps. Ouais, c'est les mêmes gars sur les autres spectacles. Alors là, j'ai deux métalleux purs parce qu'il fallait que j'ai des gens qui soient vraiment dans l'esthétique métal. Le batteur et le guitariste. Le batteur, ça se voit. Le batteur, il fallait vraiment un mec qui et puis le gratuit aussi. Fallait que ça tricote parce que moi, c'est l'image du métal que j'avais envie de donner. Tu sais, où c'est un peu des virtuoses, les gars. J'aimais bien ça. Moi, j'ai grandi avec Sivan, Malmsteen, Satriani, tu vois. Ouais, c'est vrai que t'aimes bien ça. Moi, je sais pas trop. Qui m'ont foutu ma scolarité en l'air, ces gens-là. C'est de leur faute. Mais tu vois ce que je veux dire? En même temps, ça a été un levier pour me passionner pour autre chose et dans lequel j'ai vachement plus travaillé.
Tu vois, finalement. Donc, j'ai pas dit, j'arrête l'école, c'est nul pour rien foutre. En fait, ça a été compliqué, mais pour travailler vachement plus dans un autre genre. Tu t'es arrêté à quel âge, l'école? Moi, j'ai été viré de la seconde après 2 redoublements. Viré de la seconde? Ouais. Pourquoi? Parce que j'étais pas là. Ah, tu séchais? Ok. Est-ce que je te voyais mal foutre la merde? Je crois qu'il y a beaucoup d'enfants qui vont regarder ton podcast. Ils vont regarder, ils vont se dire, attends, si on arrête la seconde. Alors, il faut que je fasse attention à ce que je raconte, mais oui. Je peux pas cacher ça, je peux pas inventer mais l'histoire. Ça fait partie du passé de Guillaume Aldebert. Ma femme C'est ton Batman Begins à toi? Ouais, c'est ça. Ma femme, elle, c'est tout le contraire de moi. Elle était première de la petite section jusqu'à son diplôme de médecin, tu vois, après 10 ans d'études, au top tout le temps. Et moi, c'était le contraire. Donc, je redouble 6e, je redouble 3e. J'arrive en seconde, alors qu'on me conseille d'aller en CAP, BEP, ce que j'ai fait. Ah, j'ai eu la même chose. Tu vois, ça te parle. Il me vire parce que, genre, dans la case chimie du bulletin, il y avait écrit c'est qui, tu vois. Donc, à Noël, ils disent le prof, il avait écrit c'est qui. Ouais. Génial. Et moi, j'allais au Bastion, qui était le local de Vauban, une tour de Vauban, de Besançon, qui avait des locaux de répète. Et je shreddais, tu vois, de 10 heures par jour. J'adorais. C'est ma vie, c'était ça. Ouais. Le seul piédestal, le seul moyen d'être valorisé, c'était par la guitare. Le reste, j'existais pas. J'étais un fantôme. Mais tes parents, ils ont dit quoi? Chaud. J'allais tout le temps chez la conseillère d'orientation. J'en parlais un peu sur scène. Et voilà. Donc, mes parents m'ont dit, OK, t'es viré de l'école, tu vas à l'usine. Donc, je suis allé à l'usine. Pendant, j'ai dû faire 4-5 mois dans une blanchisserie où tu lavais du linge sale d'hôpital. Ouais. C'était en mode Zola, tu sais, avec contremaître, la sonnerie, les heures et tout. Et après, j'ai repris CAP, BEP, bac pro, que j'ai fait à Paris, un bac pro photo, et ça m'a sauvé la vie. Ouais. Et c'était génial. Ils faisaient quoi, tes parents? Mon père était dessinateur, ils se sont rencontrés à Paris. Il a fini dessinateur maquettiste dans une boîte de joaillerie qui s'appelle Mati. Tu sais, c'est des bijoux par correspondance. Des bijoux, okay. Ouais. Il faisait les mises en page et il dessinait les bijoux des catalogues. Et ma mère était secrétaire dans les collectivités territoriales. Okay. Ah, donc ton père, il y a quand même une fibre artistique pour les dessins. Mon père, il jouait dans un groupe qui s'appelle toujours, ça existe toujours, les Chenestrelles. Les Chenestrelles? Ouais, qui a un chœur d'homme. Ok. Donc genre, t'as 30 mecs qui chantent génial. Des chants grégoriens, génial. Des trucs... J'adore. Des chants sacrés. J'adore. Tous les chants d'église comme ça, c'est vraiment, évidemment, gospel, mais les chants grégoriens, tout ça... Il y a à l'époque où je bossais en pompe funèbre, parce que c'est fou ça. J'ai fait bon nombre d'enterrements. J'adorais quand il y avait des chants comme ça. Je trouvais ça incroyable. Ouais. Il y a un côté Halo, c'est le jeu vidéo. Oui, carrément, ouais. Et j'adore ça. Il y a 10 ans, j'avais un spectacle, un stand-up qui s'appelait L'enterrement de Serge, et j'ai fait la dernière représentation de ce spectacle-là dans une église désacralisée à Caen. Et mon père, il fait partie d'un pipe band, d'un groupe de cornemuse. Wow. Et à la fin, ils sont tous arrivés dans l'église, comme ça. C'était incroyable. Et je trouve que ça, c'est les musiques d'église, ça te prend là, quoi. Faut vraiment être insensible pour ça. Ouais. Et ton père faisait ça, du coup. Ouais. S'il était encore de ce monde, j'aurais pu lui proposer peut-être une collab avec Dimmu Borgir. Ah ouais. Tu vois ça aurait été aussi une belle case à cocher. Carrément, ça aurait été cool. C'est quoi le groupe ou le chanteur où vraiment tu te dis avant que je passe l'arme à gauche, il me faut un feat avec ce groupe ou ce chanteur-là? Alors avant, il y avait Serge Tankian. Ouais, et ça y est, j'ai coché la case. Je l'ai pas rencontré physiquement, Tankian. Ouais. On l'a fait par mail. On devait faire le truc de ouf, c'est qu'on fait Sepultura, enfin on fait Cavalera à Boston. On part à Los Angeles. Alors, on va préciser que c'est chanteur de System of a Down pour les non métalleux. Voilà, chanteur de System of a Down, donc il y a une méga star internationale. Et on devait l'enregistrer à Los Angeles, sauf qu'il est reparti en Nouvelle-Zélande, il est lui, non? Il est arménien, non? Oui, il est arménien, mais il vit en Nouvelle-Zélande? À Los Angeles, et il a une baraque et un studio. Donc il a dit, il faut que je reparte, je vous écris un couplet en arménien et un couplet en américain, j'allais dire, en anglais. Comment tu fais quand t'es Guillaume Aldebert, notre Guillaume Aldebert de Bezac, comment tu fais pour convaincre Serge Tankian de System of a Down d'enregistrer un feat avec toi sur un album pour enfants? Alors, je vous raconte l'anecdote parce que c'est quand même assez drôle comment s'est passé ce feat. Mon manager, Jérôme, que tu connais, envoie un mail. Il me dit, viens, on demande à Tankian. Je fais, t'es malade, tu crois qu'il a autre chose à foutre que de chanter qu'un petit chanteur chauve. Ce qu'on peut croire, à la base. Français, tu vois, pour enfants. Il me dit, vas-y, on tente et tout. Bouteille à la mer, on envoie le truc. Son manager nous répond,
écoutez, bien reçu votre truc, mais le feat avec Tankian, c'est déjà, je sais pas, c'était genre 50 000 $, un truc, un truc de malade. Ouais. Non mais on oublie, ok. Je pense qu'ils mettaient ça pour filtrer. Tu vois, bien sûr. Vous êtes gentils les gars, mais restez chez vous. Et en fait, quand j'ai 50 000 $ à l'échelle de Tankian, c'est peut-être même pas très cher, tu vois. Peut-être, ouais. Vrai, je pense. Ouais, je sais pas. Après, on n'est pas dans cette économie-là, nous, en France. Bah oui, non, c'est sûr que non. Et il renvoie un mail, sauf que, tu vois, je dis n'importe quoi. Par exemple, l'adresse il s'appelait Bobby, on va dire, le manager, je sais plus son nom. Ok. Bobby @System of a Down. Sauf que, quand il renvoie la réponse en disant, c'est dommage parce que là, il écrit Serge. Au lieu d'écrire Bobby. Okay. Donc il écrit Serge @System of a Down. C'est pas la vraie adresse, tu veux. Donc c'est il est son propre manager, le gars. Donc il l'envoie, il se gourre. Jérôme se gourre. Je vais la biper, l'adresse mail. Ouais. Mais c'est pas celle-là, parce que il s'appelle pas Bobby, je sais plus le nom du mec. Et donc Serge reçoit la chanson. Ok. Il passe pas par le filtre du manager. Et il écoute, et c'est là qu'il répond. Super, on y va. Je vous écris en arménien, en américain. Et donc le manager derrière, oui, Serge est ok, il est super. Et il a demandé combien. Halluciné quand c'est arrivé. Et en plus, ils nous ont demandé rien du tout. Je crois que c'était 1 000 $. Ah ouais. Ouais. Ah, c'était histoire de dire, on demande une participation. Ouais, tu vois, en gros, c'est une journée, c'est une journée de studio à Paris, un petit studio, quoi, tu vois, une journée. Donc en fait, moi, on considère que c'est un vrai cadeau. Bah oui. Ce truc-là. En fait, les 1 000 $, c'est les frais que ça a dû leur coûter pour enregistrer la partie. Ouais, et puis c'est pour c'est normal qu'ils soient payés pour sa prestation. Bien sûr, le mec évidemment. Et donc ouais. Et t'es encore en contact ou pas avec lui? Ben j'ai son mail, ouais. D'ailleurs, on s'est écrit des mails après où je l'ai remercié. Génuflexion comme dans Wayne's World, tu vois. Parce qu'ils viennent rarement en France, System of a Down, surtout ces dernières années. Ouais. Et s'ils viennent, on sait jamais, hein, on peut rêver d'un Hellfest avec System. Ouais, on peut. Ça serait génial. Bah, avant le Covid, l'édition qui a été annulée, il y avait System. Ouais. Mais malheureusement, ça n'a jamais été reprogrammé après. Et pour le coup, s'ils viennent, j'essaierai de le voir, tu vois. Bah, ne serait-ce que boire un café. Se serrer la pince. Ouais. Est-ce qu'il sait à quoi tu ressembles? Oui, je pense qu'il a vu les photos, il a eu les visuels, tu vois. Ouais. C'est fou. Ouais. Ça me fait penser. S'il me voit, il va être déçu. C'est toi. Ah non, on efface le track tout de suite. Oh merde, d'accord. Ouais. Mais surtout qu'en plus dans le concert, pour ceux qui sont jamais venus te voir, quand tu joues les chansons avec des featuring, t'as sur les écrans derrière les gens avec qui tu fais des featuring qui apparaissent, quoi. Donc il a dû faire ça, Serge aussi. Non, il a pas fait la vidéo. Il a pas fait la vidéo. Donc du coup, il y a pas dans ok, je pensais qu'il y était. Mais tous les autres ils sont Cavalera. Bah surtout les internationaux parce que Amon Amarth aussi. Ouais, moi je me voyais pas chanter comme Johan Egg d'Amon Amarth, c'est wow, tu vois. Donc lui, il a fait sa vidéo et Cavalera avec son fils, ils nous ont fait leur vidéo aussi. Donc ça c'est hyper pratique pour nous. C'était vraiment cool. Tu vois. Ouais. Ça donne vraiment ça donne un aspect concerné au projet, le fait qu'il soit dans le. Ouais. Bah déjà la démarche de le tourner là-bas chez eux. Bah oui. Tu vois, c'est quand même. Et puis d'être impliqué parce que si tu fais une vidéo où t'en as un peu rien à foutre, après quand tu la diffuses en live, t'es bon. Oui. Donc là tu vois qu'ils sont tous à fond. C'est chouette. Ouais. C'est chouette. Et Johan Egg il nous avait carrément fait un décor et tout. Tu sais, enfin, les mecs sont impliqués, sont engagés à fond. C'est incroyable. Ah, c'est dingue. Et ça me fait penser, petite parenthèse, parce qu'on parlait de System of a Down. Est-ce que t'as vu ce qui s'est passé au concert de System of a Down à New York? En fait, ils font une tournée avec Korn, là. Enfin, ils font une tournée où ils sont en sharing stage avec des gros groupes. Ils en font 2 avec Korn, avec Deftones. Enfin, tu vois, ils split. Okay. Et donc là, ils étaient à New York, au MetLife Stadium. Et pendant le passage de Korn, juste avant System of a Down, t'as un mec qui s'est masturbé dans les gradins. Donc t'as la vidéo, machin truc. Du coup, d'un mec qui se masturbe comme ça en regardant Korn. J'ai dû recevoir, honnêtement, entre 15 et 20 fois la vidéo en disant « C'est toi, Harold, qui te branle devant Korn ?» J'ai jamais vu ça. Non. Comment tu le prendrais, toi, si t'avais quelqu'un qui se masturbait? Surtout qu'il y a plein d'enfants. Mais nous, avec les enfants, on ferme, c'est terminé, quoi. Mais ouais. Ça, c'est, si on tombe sur un taré. Ah ouais, en plus avec des enfants, c'est bien sûr. C'est donc tu vois le mec, il est en gradin. Tu le vois vraiment. Et tu le vois vraiment de dos comme ça, parce qu'il se fait filmer par les gens. Et t'as un gars qui arrive et qui lui met une énorme sacoche, tu vois, sur le côté du visage. Et les deux se font exclure du stade. Au secours. Alors probablement que celui qui se masturbait avec beaucoup plus d'ennui que celui qui l'a giflé. Ouais. Mais tu te dis, à quel moment tu vas voir Korn, tu te branles devant Korn. C'est moi, le plus grand fan de Korn, qui te dit ça. C'est un peu...
un peu extrême. Donc, c'est nimp. Ouais. Il t'est arrivé des trucs comme ça du public un peu dingue. Quand moi je sais que le truc le plus fou, c'est une meuf qui m'a acheté son soutien-gorge sur scène. C'était à mes débuts. Ah ouais. Et c'était vraiment son soutien-gorge. Ça c'est rock. Ouais, parce qu'à la fin, quand j'ai fini le spectacle, elle est venue me demander de le récupérer parce qu'elle rentrait chez elle. Si mon copain il voit que j'ai plus de soutien-gorge, j'ai dû lui. Tu vois la vidéo avec le chétif sur scène. J'ai une photo encore. Enfin, je vais essayer de la mettre dans la. Je vais la retrouver. Ah ouais, je veux bien voir ça. Ouais. Non, nous on a eu des trucs un peu imprévus. Ouais. Heureusement, parce qu'il faut qu'il y ait ça. Puis surtout avec les enfants, ils sont par nature imprévisibles. Donc surtout sur les débuts, maintenant c'est un peu plus cadré, puis c'est un peu plus structuré. Mais on avait beaucoup de mômes qui montaient sur scène, tu vois. Ouais. Ça. Ouais, il y en a beaucoup là. Ouais. Alors là, moi je les appelle carrément. Ouais. Bah oui, moi mes enfants ils sont venus. Ça c'est cool. Mais il se passe, de toute façon dans un spectacle vivant, t'es bien placé pour le savoir. Il se passe toujours des trucs bizarres. Ouais. Et c'est ce qui fait le sel aussi de ce métier. Si tu fais toujours le même show, s'il y a pas ces petits trucs là en plus, des réactions des gens, des trucs complètement dingues. C'est cool. On a eu je pense à ça parce que tu me demandes une anecdote. J'en ai une au Vietnam. On joue au Vietnam à Saigon et il y a un animateur qui vient avec un costume rose, cravate bleue, un mec la soixantaine je vais pas faire l'accent, hein. Je ferai pas l'accent. On s'interdit ça. Il parle en vietnamien et la nana, l'interprète, elle me dit bon, il présente le show, il fait ça à chaque fois et tout. C'est normal, ok. On arrive et tout, on fait le show. La chanson se finit, la première chanson, clin, clin. Il revient, il continue à parler. Alors que ça devait s'enchaîner sur les deux. Ouais. Et nous, on est là. Et en fait, la nana nous a dit, à chaque chanson, il va venir. Il va parler, il va dire, il va chauffer le public. Et on lui a dit, non, mais on peut pas à chaque fois faire venir Michel. C'est pas possible, quoi, tu vois. Ouais. Et c'est marrant, quoi. Ouais. Là, on a rigolé, quoi, tu vois. Oui. En plus, il était looké. Tu vois, un petit Vietnamien de 60 balais en costume rose, cravate et tout, c'était humble. Les gars, revenez le costume. Ouais, c'était. Mais parce que, en fait, au début, tu dois être un peu gêné. Combien de temps vous avez tenu combien de chansons? On a fait. Avant de dire, non, en fait, j'ai dit à ma régisseuse, j'ai fait elle sait, parce qu'on se connaît tellement, qu'elle a lu dans mes yeux. Et elle dit, stop avec le Michel, on arrête. Et elle lui a dit, on va pas faire ça aujourd'hui. Et le mec était un peu déçu, tu vois. Mais j'imagine, il avait répété, il avait écrit. Ouais, mais je pense qu'il avait bossé. Le mec, c'est comme ça, dans les concerts là-bas, t'as un animateur qui commente sur scène ton show. Donc imagine toi entre chaque sketch, ah putain l'enfer. Tu peux pas, t'as un rythme à respecter parce que ça te fait sortir du concert ou du spectacle. T'es dans un univers. Pour ça, moi j'aime pas trop quand les gens interviennent pendant mon stand-up. Je sais que tu vois, t'as des stand-up où t'as beaucoup d'interactions comme ça. Et il y en a qui font ça très bien. Moi, je sais que il y a un rythme tellement rapproché de punchline que si c'est interrompu, c'est pété. Ça casse le rythme et après s'il y a interruption, faut qu'elle soit à bon escient. Faut que ça serve le spectacle en lui-même. Ce qui peut arriver. Mais ce qui peut arriver, ce qui peut être très très cool, ça te fait et tu peux tomber sur une relou, un relou qui Ça, toi, t'as déjà eu des mecs bourrés ou pas? Qui accompagnent leurs enfants? Pas trop, parce que nous, on a que des familles, tu vois. Ouais, mais tu peux avoir un mec déchiré. Ouais, un peu. Il vient avec ses enfants et puis, c'est arrivé un peu, mais ça se gère bien, quoi. Puis moi, j'hésite pas à couper le truc et puis à me poser, à discuter, tu vois. Ouais, c'est ça. Ça me gêne pas. Et tu fais bien, d'ailleurs, j'ai été à l'aise, hein. J'étais surpris de te voir aussi à l'aise, en interaction avec le public, comme ça, de parler. La première fois que je suis venu te voir, je m'attendais pas à ce que t'aies, cette facilité d'accès, parce que parfois t'as des chanteurs, pas forcément simple d'aller en interaction avec le public, en improvisation. Comme quand, je sais pas, je pense pas que je trahisse un secret, quand vous faites venir une mamie sur scène à la fin, là, quand vous faites slammer une mamie, ça c'est génial. Et trouver une mamie qui accepte, parce que c'est la question que je me posais. Tu trouves une mamie dans le public, tu la fais monter sur scène, et après elle part derrière en loge. Après elle saute. Et après, qu'est-ce que vous lui dites en loge pour qu'elle accepte de slammer? Vous la menacez avec une arme? Non, on lui explique le truc. On lui dit déjà que c'est hyper sécure parce qu'il y a plein d'adultes qui vont la soutenir et qu'elle va se promener comme ça, portée en mode super-héros avec la cape. Parfois, franchement, c'est vraiment la signature du fin de show enfantillage. C'est vraiment l'image, tu vois, un peu symbolique d'enfantillage. Une grand-mère qui se comporte comme un enfant. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut installer. On se dit, je trouve ça hyper beau comme image, la mamie qui vole. J'ai des mamies qui viennent des fois, puis qui arrivent sur scène et qui me disent,
je viens de me faire opérer de la hanche. Oh bon bah écoute Micheline, je vais y aller. Donc j'ai la parade, si tu veux, quand c'est comme ça. Elle reste sur scène et moi je saute. Et toi et c'est moi qui fais le slam. Okay. Tu vois. Ah oui, je me demandais aussi à chaque fois. Franchement, on a dû faire slammer, sans déconner, peut-être 800 mamies. Ouais. Je pense. Hein. C'est fou ça. Et sur 800 mamies, on a eu, allez, peut-être 5 ou 6 refus. C'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. C'est dingue, tu vois. Ouais. Moi, mes enfants ont dit à ma mère, faut que tu ailles voir Aldebert pour slammer en tant que mamie et tout. Donc il y a un vrai truc, je trouve ça. Ouais, c'est cool. vraiment cool. Et c'est vraiment ce qui symbolise l'univers, quoi, tu vois, ce truc. En fait, ça, t'as eu cette idée-là quand t'as sorti, quand il y a eu le titre Super Mamie, ou tu l'avais eu avant déjà? Je l'ai eu, et c'est pas moi qui l'ai eu, c'est une grand-mère. Tu sais, on parlait des trucs, qui est venue, et c'était au festival du Poupée en Vendée, et c'était pendant Enfantillage 3, un été. On fait la grande scène de Poupée, qui est un endroit super. Et je faisais monter une mamie sur scène, et puis, on improvisait, elle venait, elle dansait. Ouais. Et puis elle, de son propre chef, elle a sauté. Elle a sauté. Et je me suis dit, purée, mais ça c'est génial, on va faire ça tout le temps. C'est ouf. Ouais. La première fois que ça arrive, t'as de te dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Ouais. Et après Cap, la totale, quoi. Oh là là, ça c'est fou. Et ouais. T'as aussi des podcasts que mes enfants ils écoutent. T'as pas décliné Aldebert en dessin animé ou ça t'a jamais donné? Non, j'ai pas eu de proposition. C'est compliqué parce que c'est encore une autre économie. Il faut vraiment que ça tape, quoi. Bah ouais. Et peut-être, je sais pas s'il y aura un jour une animation, des trucs comme ça. Donc il y a des histoires chez Glénat. Il y a un gros dossier, à propos de Super Mamie là, qui va se faire aussi avec Glénat. Vraiment une pure BD. Une page, un gag, tu vois, qui sortira l'année prochaine. On est vraiment dessus, là, sur les aventures de Super Mamie, qui est ce super-héros que j'ai beaucoup étoffé, en fait, dans les histoires, avec ses petits-enfants, ses animaux et ses personnages. Et c'est complètement déglingué. Et c'est l'illustrateur Leroy qui illustre aussi la nouvelle édition d'Enfantillage de Noël qui sort à la fin de l'année, mais qui place sa promo. Bah, t'as raison. Et voilà, donc il y a plein de petits pas de côté comme ça que j'aime bien, puis ça me change aussi, tu vois. Bah, j'adore. Jamais tu t'es dit parce que bon, là ta marque de fabrique à toi, c'est la musique pour enfants, tout ça. Jamais tu t'es dit tiens, je vais faire un truc un peu plus peut-être un peu plus vénère, un peu plus je dirais pas sérieux parce que la musique que tu fais elle est sérieuse, tu vois, les termes abordés sont sérieux. Ouais, il y a des trucs marrants, mais des trucs non, mais un truc genre je mets des gros mots vraiment ah oui, un truc vraiment vénère ou c'est pas du coup explicit lyrics. Ouais, explicit lyrics avec du cul des trucs comme ça. Quoi. Ouais, écoute, j'ai pas forcément le besoin. Ouais. Tu vois. Mais il y a pas ce désir parfois de se dire quand t'es par exemple dans la création, si je fais l'analogie avec le stand-up, c'est encore plus vrai aujourd'hui, où quand j'écris, parfois je me laisse pas de limite. Et après en relecture, je fais ça quand même, je suis pas sûr. Est-ce que toi t'as ce truc-là où tu te dis pour les enfants ça c'est peut-être un peu chaud, où tu places le curseur? Ouais. Et en fait c'est hyper dur parce que il y a quand même un petit côté punk dans Enfantillage, dans le sens où de temps en temps on laisse des trucs qui, surtout aujourd'hui, pourraient piquer. Par exemple, dans du gros son, le personnage séquestre la babysitter, elle attache les mains dans le dos. Ça, c'est des trucs on s'est posé la question. Dans Ranger sa piole, là, il y a le mot bordel. Tu vois. Donc aujourd'hui, t'as tout un tas d'injonctions, on sait quoi, tu vois. Mais on s'est dit, si on fait un truc vraiment lisse, on va s'emmerder, quoi. Donc il faut qu'il y ait cette espèce de côté un peu abrasif. Mais il faut faire attention parce que dès que ça passe du côté vulgaire, c'est pas bon. Non. Tu vois. Pour ton public, ça le ferait pas. Mais moi, je veux pas faire un truc trop gentil et je veux surtout pas faire un truc vulgaire. Donc il faut qu'il y ait du rock and roll, tu vois. Même pas forcément dans le son, dans le terme, dans l'énergie, dans le message qu'on passe, il faut qu'il y ait un truc un peu abrasif, sinon c'est pas possible, quoi. Mais oui, c'est une question qu'on se pose tout le temps. Là, quand tu fais Aldebert, qui est la version métal des enfantillages, tu me disais que c'était un peu un one shot et que la dernière fois qu'on en avait parlé, que t'en ferais pas forcément un autre et que le prochain ça serait plus un enfantillage classique, j'ai envie de dire. Le prochain, je pense, ça va être, il aura pas une esthétique précise, ça sera un grand foutraque de tout ce que j'aime. Donc il y aura forcément des morceaux rock'n'roll dedans. Mais comme j'adore aussi la chanson et que c'est vraiment l'ADN d'enfantillage, il y aura de la chanson.
de la variété entre guillemets. Et tu vois, dans les dernières que je vais te faire écouter tout à l'heure, dans les dernières, il y a des morceaux vraiment vénères. Il y a un titre avec McFly qui s'appelle Rendez-nous Noël. Donc là, tu l'as déjà commencé, t'as déjà avancé sur Enfantier. Ah, il est fini? Ouais, pas le nouvel Enfantier. J'ai fait celui de Noël. Ouais, j'ai fait 6 nouveaux titres. Okay. Dont ce titre avec McFly qui a une rythmique un peu à la Pantera qui est vraiment vénère. Où c'est les enfants qui, tu sais, c'est Fabienne Synthèse que tu connais, qui fait les infos sur France Info, France Inter et tout ça. Elle est venue ici là. Et elle a enregistré un faux bulletin d'infos. Bonjour, le gouvernement a décidé d'annuler les fêtes de Noël. Tu sais, avec la voix et tout. Avec ça, ah oui. Ouais, avec la vraie voix de la radio. Tu sais, moi je voulais la voix quand tu vas emmener tes mômes à l'école, les infos. Chut, les enfants, c'est les infos. Wow, j'ai la Fabienne Synthèse qui est venue. Et donc, les enfants descendent dans la rue. Et ils sont en mode vénère, c'est une manifestation d'enfants pour qu'ils rendent Noël. Trop cool. Tu vois. Et c'est vénère, tu vois, je te ferai écouter. Ah, tu vas me faire écouter ça. Et toi, t'as été chroniqueur à France Inter. Ouais, j'ai fait, j'étais pas vraiment chroniqueur parce que je faisais de temps en temps une chronique, de temps en temps une chanson. Juste après le confinement où c'était encore un peu fragile, on foutait des masques. Alors je faisais la chanson avec le masque. Donc Charline, elle me disait. Ah, j'étais avec Charline, avec Meurice à l'époque, tout ça. Et j'enlevais le masque et quand je chantais, il y a des vidéos sur YouTube d'ailleurs, je chante et quand tu chantes le masque il remontait. Putain, c'était chiant. Je passais les accords, je baissais le masque, tu vois. Ah ouais, non mais insupportable. Mais j'ai adoré ce moment parce que de faire des chroniques et tout, toi tu connais évidemment très bien. Mais j'adore, c'est aussi une forme de spectacle qui est géniale. J'adore. Il y a ce truc de one shot et d'aspect Kleenex où t'écris d'une semaine pour l'autre. Parfois, t'as des blagues monumentales que tu réutiliseras jamais, qui sont juste là, qui sont perdues qui sont laissées en héritage au méandre des chroniques France Inter. Moi, je suis très admiratif de votre boulot, les chroniqueurs, quand vous êtes chroniqueur, parce que je trouve que c'est une discipline énorme et c'est une énergie. Nous, on a le temps dans la chanson. Moi, j'ai 1 an ou 2 pour écrire un album. Ça vient pas tout le temps. Mais vous êtes dans un truc tac. Ouais, c'est même pas que les chroniqueurs. Je crois que c'est vraiment un truc d'humoriste dans l'ensemble. Parce que maintenant, si tu veux exister, remplir tes salles, être programmé, c'est les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, c'est une sorte de monstre dans le sens où il faut alimenter la bête tous les jours. Et si tu la nourris bien, elle grossit, elle peut t'emmener très loin. Mais si tu l'alimentes mal, elle peut se retourner contre toi, tu vois. Et puis, et puis ça peut être très compliqué. Donc t'es obligé d'écrire. Même là, tu vois, moi je me faisais la réflexion aujourd'hui. Putain, faut que je fasse une vidéo. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on en a pas fait une vidéo humoristique ensemble. Celle qu'on avait fait ensemble au Hellfest, elle a cartonné. Cartonné. Elle a cartonné de ouf. Mais t'as eu une trop bonne idée, quoi. Ouais. Et parfois, les meilleures vidéos que j'ai faites, c'est des trucs comme ça où, tu vois, après j'ai fait celle avec les bracelets là. Ouais. Je savais pas si j'allais couper mon bracelet du Hellfest. C'est pareil, je sais plus combien de likes il y a eu. Mais c'est un truc, je l'ai pensé, je l'ai tourné en 3 minutes. Alors parfois, je me casse le cul à écrire des textes, à faire des montages, tout ça, et puis la vidéo, elle marche pas. Les gens font, bof. Et les gens attrapent le truc. Là, quand tu vous remerches pour la 12e fois, il me la faut cette veste. Les gens se sont dit, putain, mais c'est moi ça. Mais exactement. En fait, c'est ça la clé, c'est que faut que les gens, ils s'y retrouvent. Moi, mes meilleurs trucs, parfois j'ai fait des passages de stand-up, je sais putain, ça c'est drôle. Ouais, c'était drôle pour moi, mais les gens ça leur parle pas parce que c'est pas eux. Et l'ego de base, qu'il soit gros ou petit, c'est il faut qu'on parle de toi. Je sais pas si toi c'est pareil dans les chansons où les gens les chansons qui marchent mieux, ça leur rappelle leur enfance. Ah bah oui, moi je me rappelle, je voulais pas non plus aller à l'école. Ouais, je voulais kidnapper la babysitter. Les gens veulent que tu leur parles d'eux. Oui, c'est sûr. Mais en fait, tu peux pas savoir comment ça va prendre. Nous, je sais que c'est une vraie problématique quand on écrit la scénographie. Dans la période de résidence, qui est une répétition qui va se faire dans un théâtre en France sur 2 semaines. Mais jamais ça à Paris, j'imagine. Ça peut. Ah ouais? Ouais. Ah, moi, je ferais jamais mes résidences à Paris. C'est compliqué parce que c'est toujours beaucoup plus cher, les salles. Et puis on peut faire des répètes si tu veux, tu vois. Tu vois, dans des locaux où tout le monde répète. Mais une vraie résidence dans un théâtre où tu t'enfermes, tu dis, au niveau de la lumière, il va se passer ça, au niveau du son, ça va être comme ça. Les déplacements entre les chansons, il va y avoir ça. Là, on va écrire un petit sketch. Là, on va faire un truc. Tous les trucs, tu dis, purée, ça sera cartonné. Ça, bof. Et ben, des fois, c'est très souvent que le truc faible va s'étoffer sur la tournée parce que ça va prendre. Et le truc sur le papier était génial. T'es là, t'en peux plus. Regardez les qualités que j'ai trouvé de ouf. Et c'est tout pourri. Donc, Mais ça, je crois que c'est le démon de la création. Ça le fait pour tout le monde. T'apprends l'humilité aussi parce que. Mais ouais, c'est ça. Combien de
d'artistes, enfin en tout cas si je remets au niveau du stand-up, combien d'humoristes ont vu leur carrière décoller par un petit truc, une petite vidéo, la blague qui était pas forcément destinée à faire ça, et combien de chanteurs ont percé avec un titre qui pour eux ça se trouve était un truc basique, alors que Nirvana, Smile Like Teen Spirit, qui est le titre phare de Nirvana, Kurt Cobain il a détesté cette chanson-là. Ah oui, il la boudait, il voulait plus la jouer. Oui. Et ça c'était de très loin, c'était pas leur chanson préférée, c'était pas leur banger, quoi. Ouais. Mais c'est ce que les gens retiendront. C'est ouf. Ouais. Voilà. Bon, mon Guillaume, ça t'a plu, c'était pas mal, quoi. Ouais, c'était cool. Bah, moi, je peux rester comme ça 4-5 heures. À un moment donné, il faudra peut-être une petite bière, mais comme il est 14h05 et on va prendre un café. On va prendre un café. C'était cool de te voir, mon pote. T'as tout, bah, de toute façon, toute la tournée est complète, archi complète, méga complète. Non. Sur les Zéniths, là, alors là, on est sur des Zéniths, donc il y a beaucoup de place. Ouais. Donc on a encore plein de places. Je viendrai à Paris, hein, tu m'as invité à Paris. Ah bah, bien sûr, à fond. Oui. Parce que tu refais pas Caen, là? Je crois pas que j'ai vu Caen dans la liste. Je crois pas, je sais plus, il y en a enfin, il y a 30 shows, il reste 30 shows. Et il y a quelques zéniths où on en fait 2 par jour. Donc il y a pas 30 zéniths, mais il doit y en avoir 24, quoi, tu vois, quelque chose comme ça. Ouais. Ah, ça va être cool. Et donc après, Eldebert, Terminado. Non. Non, mais la tournée, là. Non, attendez, ne coupez pas. La tournée, là. Celle-là, elle est finie. Ouais, celle-là, sauf que non. Parce qu'en fait, on referait, c'est du conditionnel, on referait des festivals l'été prochain. Ok. Parce que manifestement, on a de la demande. Donc on est hyper content. On a fait des festoches de ouf cet été, que ce soit le VNB ou le Roi Arthur, le motoculteur. Et on a halluciné, en fait. On s'est retrouvés avec plein de gens de plein d'univers différents et on a eu un accueil super. Parce que le festival, c'est des gens qui viennent pas pour te voir. Tu sais, ils viennent, ils sont comme ça en famille ou pas, ou entre potes, ils regardent, il reste 2 chansons, c'est pourri, je me casse. Et en fait, on a eu un accueil de ouf sur tous les festivals qu'on a fait. Et j'ai vu la vidéo du motoculteur qui est quand même parce qu'après sur des festivals genre les Francopholies où t'as des publics un peu plus familiales, mais le motoc qui est très estampillé Hellfest. Ah ouais, j'ai flippé, hein. Et là je regardais justement, moi ça m'intéressait de voir la réaction du public. Et tu vois, ça aide, évidemment, c'est pas le mosh pit de ouf, mais tu vois, les gens sont concernés et ils kiffent. C'est incroyable d'avoir réussi à mettre ça en place. Ah ouais, mais ça, quand on a eu c'est comme le Hellfest Kids, tu vois, quand Ben nous a programmé le motoc derrière, c'est des marqueurs énormes pour cette tournée-là, tu vois. Puis d'être sur l'affiche à côté d'Extrême. Il y a un côté, moi je comprends ça. Parce que l'année dernière, quand j'ai fait le Hellfest et que j'avais vu mon nom, tu vois, au milieu de tous les autres trucs. C'est génial, quoi. C'était une reconnaissance, et je l'ai dit plein de fois dans mon podcast. Désolé, je me répète, les amis, mais c'était vraiment la date qui, à la fin de ma carrière, pour l'instant, si ça devait s'arrêter demain, c'est dans les 3 plus gros souvenirs de scène. Parce que j'étais au Hellfest, parce que le Hellfest commençait par Harold Barbet et qui se terminait par les Foo Fighters. Et que sur la ligne de nom, c'était la même, tu vois, évidemment. Ça, c'est génial. Évidemment que c'est pas la même scène, ni rien du tout. Bien sûr. Mais je faisais partie du line-up du Hellfest. Alors que s'il y avait jamais eu de stand-up et qu'il y en a pas eu depuis, j'espère que j'ai pas tué le truc. Mais c'était incroyable de me dire ça. Donc je comprends que toi, quand tu fais le Hellfest Kid, quand tu fais le Motoc, c'est des rendez-vous qui sont à part, en fait. Ouais, puis en fait, ça participe aussi à une vraie immersion et puis de se dire qu'on est accueilli. Ouais. Vraiment. Ouais. Tu vois, c'est pas genre c'est un mec qui fait du pseudo-métal pour les enfants. On est vraiment accueilli par la communauté. Ouais. Moi, je le prends comme ça. Et c'est en ça qu'on était méga heureux. Oui. Ouais, mais j'en suis persuadé. Il y a forcément les gens, ils sont allés voir, tiens, on va aller voir Aldebert, ce que ça vaut, machin truc et tout. Parce qu'en plus, t'as ce capital sympathie, il y a la curiosité. Parce que même si après, tu vois, faut débunker, dans les métalleux, il y a une grosse part de gros cons, mais c'est quand même, je trouve que dans l'ensemble, c'est quand même un public assez ouvert d'esprit, tu vois. Oui, je trouve aussi, Et quand même plutôt bienveillant dans la grande majorité. Ouais, et c'est cool, il n'y a pas vraiment de pression dans le sens où ils vont être avec toi de base. C'est un public qui est là de base avec toi, qui va te donner ta chance, je trouve. Ah ouais. Donc, si tu fais le taf sur scène. Je l'ai vraiment senti parce que nous, on est plus dans une famille de variété, tu vois. Et dans la chanson, je trouve que c'est beaucoup plus fermé, c'est plus difficile que dans le métal où quand t'es là, quand t'es accepté, ça y est, quoi. Ouais. Et moi, j'ai ressenti ça, c'est Stéphane Burriès de L'Autre Blast qui était le premier
Parce que moi, j'y suis allé, tu sais, j'ai ouvert la porte. Bonjour. Je me suis dit, ils vont peut-être me dire, attends, t'es gentil, tu restes dans la cour des petits. Et en fait, non, pas du tout. C'était le contraire. Ça va. Bah, tu vois, Stéphane Buriez, moi, j'ai, pour les 40 ans de Load Blast au Black Lab, c'est moi qui ai fait la première partie. Et quand il m'en avait parlé, Bubu, je lui ai dit, bah attends, c'est Load Blast, c'est les 40 ans. Alors ça, c'était l'année dernière que j'avais déjà fait le Hellfest. J'étais entre Black Bombay et puis eux. J'étais l'avant-dernier à passer. Tous les métalleux étaient en train de se foutre sur la gueule, à boire des bières depuis 15 heures. C'était un samedi. Chaud. Et je fais à Bubu, je suis pas certain que d'aller faire du stand-up. Il fait non, mais t'inquiète, je suis sûr que ça va bien se passer. Je sais, bah faut que tu m'annonces sur scène que j'arrive pas comme un cheveu sur la soupe. Ouais. Et j'y suis allé, j'ai eu peur, ça faisait, mais je me suis chié dessus avant de monter sur scène. Et franchement, ça l'a trop fait, un putain de souvenir. C'était trop cool, quoi. Parce que c'est cette communauté-là. Ouais. Je suis pas certain que dans un autre style de musique, que ce soit, je sais pas, de la techno, de la house, du rap ou quoi que ce soit, t'aies cette possibilité-là. Ouais, carrément. Je suis pas sûr. Ouais, une belle communauté. Donc là, le rendez-vous prochain, c'est quand ? Là, c'est on repart un petit coup à Chambéry pour des répètes. On attaque par le Zénith là-bas. Et puis après, le 5 octobre, c'est le Zénith parisien. Et on finit un peu avant Noël, tu vois, la 30aine de shows. On va changer 2-3 petits trucs. On intègre des nouveaux titres aussi. Ouais. De nouveaux titres métal. Et puis, ouais, ça va être cool, quoi. Trop bien. On a hâte de voir ça. Bah, merci, mon Guillaume, d'avoir fait le podcast, d'avoir été le premier dans le point du lundi matin avec Aldebert, exceptionnellement. Cool. Donc j'espère que ça fera des petits et qu'il y en aura d'autres. Merci mon ami. Bisous les amis. Bisous.